monde. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler quitter l'armée et rentrer dans le civil, et nous allons reprendre là. Donc, comme dit dans la vidéo précédente, Hitler profite d'être dans le civil pour faire de plus en plus de meetings. Mais il faut savoir que la plupart du temps, ces réunions, c'est le lundi après-midi, vers 16h, et les meetings, c'est pareil. Quel que soit le jour de la semaine, c'est toujours vers la soirée. Donc Hitler, son mode de vie, c'est toujours le même. Il dort très tard le soir, il fait des grasses mat, il se réveille vers midi, 1h, et ensuite, s'il n'y a pas de meeting, il voyage dans les brasseries. Donc lui, son monde, c'est vraiment les brasseries. Donc certains proches d'Hitler diront que s'il devait le chercher, il mettait quasiment 3 heures à le trouver, parce qu'il devait faire la tournée de toutes les brasseries de Munich pour essayer de retrouver Hitler. Et en sachant qu'Hitler n'a pas d'horaire fixe. Donc c'est pas comme certaines personnes ont des habitudes de manger à telle heure ou faire telle chose à telle heure. Lui, il vit vraiment en fonction de ce qu'il ressent. Donc aussi, dans cette année 1920, Hitler, comme je disais dans la vidéo précédente, commence à reprendre contact avec sa famille. Et nous savons des proches d'Hitler que son neveu, Léo Rudolf Robal, lui rend souvent visite. Donc nous savons que Hitler, pour ce qui est vestimentaire, il s'habille vraiment très mal. Donc il s'habille en fait comme quelqu'un de sa condition, pauvre. Mais il a un faible pour les belles chaussures. Parce qu'il faut savoir que quand un membre du parti commence à trop bien s'habiller, les personnes autour de lui vont le trouver en disant « Ah, oublie pas que nous sommes un parti ouvrier, il faut un peu s'habiller en condition ». Donc les gens généralement, ils ont des habits un peu plus soft, mais Hitler respecte cette consigne sauf pour les chaussures. Généralement il met des chaussures qui coûtent un certain prix. Il faut savoir que Hitler, c'est pareil, il a un vieux costume qu'il utilise pour les cérémonies, etc. Et justement, les gens diront, on dirait un coiffeur qui est en tenue du dimanche. Donc, Hitler sera beaucoup aidé par les femmes qui l'entourent, donc des femmes assez riches, qui vont avoir une espèce d'instinct maternel envers lui. Et il le trouve aussi séducteur, parce que Hitler a, on dirait, un charme autrichien pour les Allemandes, et il fera les baise-mains, offrir des fleurs et tout le tralala. Donc, il y a assez vieux jeu, ce que les femmes aiment. Donc, elles lui achèteront des tenues, même lui payeront son loyer, ou des fois lui feront à manger. Et il faut savoir que c'est elles, généralement, qui choisissent ses cravates et ses costumes. Et lui les écoute, et il va dans leur sens. Parce que nous avons des informations comme quoi Hitler, des fois, il met un costume violet, une chemise rouge, une cravate jaune. Donc, des couleurs un peu mélangées, qui fait que ça paraît étrange. Il faut savoir qu'un Italien l'a vu, et il a dit, Hitler, c'est un César, mais avec un chapeau tyrolien. Donc pour vraiment dire qu'il a vraiment tout un panel de couleurs sur lui. Donc alors, au mois de mai 1920, Rudolf Hess vient au meeting, donc il est membre de la société de Thulé, et il sera le second Hitler. Mais lui rejoindra officiellement le parti qu'en juillet. Donc comme vous pouvez le deviner, je vais faire un hors-série sur ce personnage. Donc ce Rudolf Hess, justement, est de l'ordre de Thulé, il est proche de Ernst Röhm, qui est justement un des chefs d'Hitler, parce que Ernst Röhm travaille aussi avec le capitaine Maire, et ces deux-là obéissent au général von Epp, qui lui-même obéit au vieux Ludendorff. Donc nous sommes toujours dans ce milieu militaire et ordre de Thulé. Donc on sait juste que Rudolf Hess, quand il l'a vu, il a été très impressionné par son discours. Donc le sujet était l'ouvrier et les juifs. Et le lendemain, il retournera, et nous savons que le sujet, c'est ce que nous voulons. Donc là, Hitler, il faut savoir que justement, il parle justement des événements que j'avais parlé dans la vidéo précédente avec les Français, qui avaient tué 7 jeunes, parce qu'ils protestaient contre la levée du drapeau. Donc il faut savoir que Hitler, dans ses meetings, va pas surfer sur la vague, et il va parler justement de ces événements. Plus parler des juifs, ce qui excitera encore une fois beaucoup la foule. Donc le 20 mai 1920,
c'est la date officielle du symbole nazi qui est la croix gammée. Donc ils en feront des drapeaux, des bandes de bras et des insignes, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer où on met la croix gammée. Donc comme je vous disais, Hitler lui, il avait déjà eu l'idée de la croix gammée parce que, bon déjà c'est le symbole de l'ordre de Thulé, et en plus c'est le symbole aussi des Freikorps, du putsch de Cap. Donc Hitler aura l'idée justement d'intégrer ce symbole au parti nazi. Donc Hitler dira dans Mein Kampf: j'ai été obligé de rejeter sans exception les nombreux dessins qui affluaient des cercles du jeune mouvement et qui, pour la plupart, avaient entraîné la croix gammée dans l'ancien drapeau. Moi-même, en tant que leader, je ne voulais pas publier tout de suite mon propre design, car après tout, il était possible qu'un autre en produise un aussi bon, ou peut-être même meilleur. En fait, un dentiste de Strandberg a livré un design qui n'était pas mal du tout, et incidemment, était assez proche du mien. N'ayant qu'un seul défaut, une croix gammée avec des jambes courbes était composée d'un disque blanc. Moi-même, entre-temps, après d'innombrables tentatives, j'avais établi une forme définitive. Un drapeau avec un fond rouge, un disque blanc et une croix gammée noire au milieu. Après de longs essais, j'ai également trouvé une proportion définie entre la taille du drapeau et la taille du disque blanc, ainsi que la forme et l'épaisseur de la croix gammée, et cela est resté définitif. Donc en gros, Hitler nous dit que quand il a eu l'idée de mettre la croix gammée en tant que symbole, ils ont fait une sorte de concours à celui qui ferait le meilleur design. Donc il dira que, modestement, il n'était pas venu tout de suite proposer son design, en voyant si d'autres faisaient mieux, et que un dentiste a fait à peu près le même. Donc pour les couleurs, c'est simple, c'est les couleurs de l'ancien drapeau de l'Empire allemand, donc du noir, du blanc et du rouge, en sachant que, comme il le dit, les membres du parti voulaient utiliser le drapeau de l'Empire allemand et rajouter la croix gammée. Donc, bon, ça a un peu changé, mais les couleurs sont toujours les mêmes. En gros, les couleurs et le changement de drapeau, c'est plus pour dire que c'est un renouveau, que c'est une jeune Allemagne qui commence à naître. Et le fait justement de garder les anciennes couleurs de l'Empire allemand, ça voulait dire que ils étaient redevables aux anciennes générations avant eux. Donc ça témoignait d'une certaine vénération pour le passé. Donc il faut savoir que dès que l'idée de ce symbole est apparue, donc les brassards, les drapeaux et tout ce qui s'ensuit ont commencé à être créés. Donc il semblerait que ça soit un certain Fuss qui a commencé à faire les premiers modèles, et ça a commencé vraiment à apparaître pendant l'été 1920. Donc forcément, les revenus pour payer tous ces brassards, ces drapeaux, encore une fois, c'est les caisses noires de l'armée. Et il faut savoir qu'en juin, justement, le capitaine Maire donne les fonds nécessaires pour mettre en route l'impression de 3000 brochures attaquant le traité de Versailles. Donc alors, juillet, une conférence a lieu à Spa, dans une ville en Belgique, où justement le gouvernement allemand dit que le pays, ça va pas, il y a des putschs un peu partout, qu'il y a des menaces de futures révolutions, et justement ils disent qu'ils peuvent pas trop payer, qu'ils sont un peu dans l'embarras pour payer justement ce que le traité de Versailles demandait. Donc il semblerait que l'Allemagne justement accepte de livrer 2 millions de tonnes de charbon par mois, et les Alliés s'engagent à accorder des crédits d'achat de nourriture et de médicaments à l'Allemagne. Donc encore une fois, l'Allemagne dit qu'elle va donner ça, mais elle ne sait pas encore le quota de faim, elle ne sait pas encore globalement combien elle doit payer. Donc encore une fois, ils payent, ils donnent des choses, mais ils ne savent pas jusque quand. Donc là, les Allemands, encore une fois, ils sont encore bien remontés contre cette aberration. Donc en juillet aussi, Hitler, justement, après cette réunion, il fera un meeting où il rassemblera 2400 personnes, justement, pour parler encore du traité de Versailles, ce qui fera que beaucoup de gens se retrouvent dans cette réunion. Et justement, lors de cette réunion, Hitler dira « Tous les Allemands devraient refuser de payer leurs impôts afin de mettre fin à toutes ces affaires pourries. » Et Hitler, justement, parle des Juifs dans cette réunion en disant que les Juifs, ils doivent retourner dans leur État palestinien, de là où ils viennent. Et les gens, justement, redoublent d'applaudissements, et il y a eu de nombreux troubles dans la salle. Donc, nous avons
Hans Frank, qui à l'époque a 19 ans, qui est membre de la société de Thulé également, et un ancien du Freikorps du général Epp, nous parle de son premier meeting où il voit Hitler, et il nous dit « Il n'était à l'époque que le grandiose orateur populaire sans précédent, et pour moi incomparable. J'ai tout de suite été très impressionné. C'était totalement différent de ce qui devait autrement être entendu lors des réunions. Sa méthode était complètement claire et simple. Il a pris le sujet extrêmement dominant de la journée, le diktat de Versailles, et a posé toutes les questions. Qu'est-ce que maintenant le peuple allemand? Quelle est la vraie situation? Qu'est-ce qui est désormais possible seul? Il a parlé pendant plus de 2h30, souvent interrompu par des torrents frénétiques d'applaudissements. On aurait pu l'écouter pendant beaucoup plus longtemps. Tout venait du cœur, et il a touché une corde sensible avec nous tous. Le langage qu'il utilisait était expressif, direct, grossier, terreux. Celui utilisé et compris par la plupart de son auditoire. Ses phrases courtes et percutantes. Il n'a rien caché, de l'horreur, de la détresse, du désespoir face à l'Allemagne. Mais pas seulement ça, il a montré une voie, la seule voie laissée à tous les peuples ruinés de l'histoire, celle du sinistre nouveau départ, des profondeurs des plus profondes par le courage. La foi, la volonté d'agir, le travail acharné et la dévotion à un grand objectif commun brillant. Donc là, nous avons Hitler qui commence vraiment à s'améliorer lors des meetings, en sachant que Hitler, il le dira lui-même, il a mis quasiment 2 ans à se mettre au point. Donc Hitler dira aussi, lors d'une autre réunion, où cette fois-ci il y aura 1200 personnes, le gouvernement actuel ne peut pas instaurer la paix et l'ordre. Et la foule scandera, faites-le tomber. Donc là, nous voyons qu'Hitler commence déjà à préparer le peuple à un futur coup d'État. Parce que l'objectif principal des chefs d'Hitler, donc Ludendorff, c'est de faire un coup d'État. Donc nous allons y revenir quand on sera en 1923, mais là, c'est juste pour préparer la foule. Donc Hitler, pour terminer, dira « Le Parti national-socialiste des travailleurs est le seul parti, rejoignez-le. Ensuite, la paix intérieure viendra sur notre terre. Nous ne pourrons pas respecter le traité de paix, et si nous essayons, le peuple allemand ne fera que couler de plus en plus bas. Ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. » Donc encore une fois, comme je vous disais, imaginez qu'Hitler dans son meeting, il se met à la place des gens qui sont en galère, et il parle comme si c'était l'un d'entre eux. Donc forcément, ça fait beaucoup d'effets devant les gens. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.